Bon, ben, Guillaume, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui suite à l'attentat à Charlie Hebdo et toute... Pas seulement chez Hebdo, aussi dans le magasin de la Porte de Vincennes. Oui, mais c'est très différent, quoi. C'est pas du tout la même nature, quoi. Ben, si, c'est exactement la même À nature. Charlie Hebdo, à Charlie Hebdo, je pense qu'ils se sont attaqués à des gens responsables. C'est une guerre Oui, bien sûr. idéologique entre les deux. Tandis que dans le magasin Cachère, là, le gars, il a massacré de pauvres innocents, tout à fait irresponsables de quoi que ce soit. Ben, c'est-à-dire que ça s'inscrit, à mon avis, dans la logique de l'islam combattant, de l'islamisme, qui est pour moi exactement la même chose que l'islam. Mais au-delà de ça, il fallait s'y attendre à ce genre de choses. Il fallait s'y attendre, évidemment. C'est un peu comme si vous aviez... Parce que la cause principale de ça, c'est l'immigration de masse, qui continue 200 000 par an, je veux dire. Immigration qui est en majorité musulmane. C'est un peu comme si on était avec toutes ces opérations antiterroristes, etc., qui vont coûter extrêmement cher, parce qu'il faut 13 personnes derrière chaque terroriste potentiel, il y en a de plus en plus. C'est comme si vous aviez une cirrhose du foie, et que votre médecin vous disait, ben vous allez prendre des médicaments, vous allez prendre des pilules, mais vous pouvez continuer à boire, il n'y a pas de problème. Alors que la cause numéro un, c'est évidemment l'immigration de masse en Europe de populations en majorité musulmanes qui viennent du tiers-monde. Première chose, après je te laisse parler. Et deuxième chose, il faut bien savoir que depuis le 8e siècle, depuis le 7e siècle même, en arrière-fond de tous les conflits, il y a un conflit global entre l'islam, je ne dirais pas l'Occident, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais entre l'islam et l'Europe, de basse intensité ou de haute intensité ou de nouveau de basse intensité. N'oublions pas le siège de Vienne, n'oublions pas la prise de Byzance, n'oublions pas un certain nombre de grands épisodes, je veux dire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et troisièmement, et là je citerai un auteur algérien qui est très courageux et qui s'appelle Boualem Sansal, qui vit en Algérie d'ailleurs, et qui nous dit qu'il n'y a pas de distinction entre islamisme et islam. L'islamisme a remplacé l'islam. On peut aussi dire, dit-il, que l'islam s'est durci pour devenir l'islamisme, plus efficace que l'islam. Donc pour lui, dans cette interview qui est publiée dans Valeurs Actuelles, il explique que, comme dans toute religion, évidemment, il y a une interprétation fondamentalisme. Mais il explique que dans l'islam, il y a 386 sourates qui en appellent au meurtre et à l'infériorité des juifs, des chrétiens, des païens, des incroyants, etc. Bon, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, évidemment, l'immense majorité des musulmans n'appliquent pas le fondamentalisme. Mais il y en a qui l'appliquent. Donc, nécessairement une minorité. Donc, et dit-il, ceux qui l'appliquent sont les vrais musulmans. Ce sont les islamistes. Ils vont jusqu'au bout des prescriptions coraniques, ils vont jusqu'au bout de l'interprétation. Et donc, et on l'a vu avec les manifestations de soutien, qu'il y a eu une énorme manifestation de soutien dans la communauté musulmane française à ces deux attentats. Il y a eu d'énormes manifestations, avec un refus de se mobiliser dans les manifestations, refus de la minute de silence, etc., etc. Plus des zones de France sont entièrement islamisées. Pourquoi entièrement islamisées? Parce que l'immigration est majoritaire. L'immigration y est majoritaire. Donc en réalité, il n'y a absolument plus rien à faire d'un certain point de vue, puisque nous sommes en face aujourd'hui d'une population qui est estimée entre 5 à 8 millions de musulmans en France, avec un taux de reproduction 2,5 fois plus élevé que la population de souche. C'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre, et avec 200 à 250 000 entrées par an, regroupement familial, Lampedusa, etc. On est dans une situation, c'est une impasse totale. Donc, lutter contre le terrorisme, évidemment, on va avoir des minorités terroristes, des minorités agressives. Parce que ce n'est pas du terrorisme, il ne s'agit pas de terrorisme, hein. Il s'agit de guerre. Il ne s'agit pas de terrorisme. Parce que le terrorisme, on tue des gens non ciblés. On fait péter une bombe en se fichant complètement de qui ça va tuer. C'est les attentats du 11 septembre. Mais là, ce qui était très grave dans ces deux attentats, Porte de Vincennes contre des juifs, et à Charlie Hebdo contre des mécréants, en quelque sorte. Donc c'était deux cibles qui sont très définies dans le Coran, les mécréants et les juifs. Les chrétiens aussi, mais moins. Donc voilà, donc là c'est des actes de guerre, c'est pas des actes de terrorisme. Hmm. Oui, enfin, à Charlie Hebdo, c'était surtout un règlement de compte oui, c'est un règlement de compte. Entre deux agressions. Il y a eu Charb, il y a eu Charb qui était vidé. N'oublions pas qu'il y a 10 ans, Volinsky s'était opposé aux caricatures.
Oui. Et il a dit ne provoque pas, c'est idiot, ne provoque pas les caricatures. Et il l'a fait quand même, Charles l'a fait quand même. Et moi je vais dire une chose sur ces attentats de Charlie Hebdo et sur ces caricatures, pardon. Moi je trouve qu'une religion, quelle qu'elle soit, personnellement moi je suis anti-musulman, je suis païen, je le dis franchement, mais si j'ai à critiquer l'islam, et j'ai fait dans plusieurs livres, jamais je ne le fais en l'insultant. La critique par l'insulte est une critique stupide. On critique en argumentant. On peut argumenter contre le Coran, on peut argumenter contre l'islam, on peut argumenter contre le christianisme, même des arguments très durs, même des arguments très très durs. Mais le fait de faire des caricatures en sachant que ça va blesser les gens, puisque c'est interdit dans cette religion, de représenter les personnes. C'est insultant, ils étaient insultants. Bon, voilà, donc ils étaient insultants. À un voilà. moment donné, ils ont pris leurs responsabilités, et ils ont été agressifs eux-mêmes, et Oui, ils ont eu voilà. le retour. Oui. Bon, effectivement, on pourra dire que l'agressivité avec des crayons, ce n'est pas la même qu'avec Évidemment. Kalachnikov. Non, mais évidemment, mais en face d'eux, ils avaient des barbares qui font la guerre avec des armes de barbares, c'est-à-dire qui massacrent, voilà. Ouais. Oui. Tandis que dans le supermarché Cachère, là, effectivement, c'est du terrorisme, parce que là, c'était le massacre d'innocents, quoi. C'est le massacre d'innocents, mais ciblé quand même, parce qu'il s'agissait de juifs. Ils n'auraient pas fait ça dans un supermarché, je dirais, dans n'importe quel autre endroit où il y a un mélange de tout, c'était ciblé. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre qui, dans leur tête, quoi, de tous ces extrémistes contre le judaïsme, contre les juifs, pour deux raisons. La première raison, c'est évidemment tout l'enseignement du Coran, qu'ils apprennent par cœur dans les madrasas. Quand ils vont en prison, évidemment, on leur répète ça à longueur de journée. Il y a un antisémitisme gigantesque qui est en train de croître en France depuis une dizaine d'années, qui a bien vu Georges Bensoussan, etc. Mais la deuxième raison de cet antisémitisme, etc., à l'assimilation des Israéliens et des Juifs qui vivent en France, c'est bien entendu les événements du Moyen-Orient. C'est bien entendu ce qui se passe en Palestine, évidemment. Bon, donc ces deux causes se mélangent. Et il y a une troisième cause qui se mélange aussi, c'est les interventions françaises, quand il y a une catastrophe totale, en Libye, en Irak, etc. Ils ont l'impression, les interventions contre ce qu'on appelle Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, qui est un État complètement tyrannique, enfin, c'est du grand délire, qui massacre, qui pille, qui viole, qui rançonne, etc. Mais les interventions françaises et occidentales, de manière générale, sont considérées par ces extrémistes comme des actes de guerre qu'il faut venger, quoi. Dans leur tête, ils sont dans une logique de guerre des civilisations, de troisième guerre mondiale. C'est pour ça que quand Marine Le Pen nous dit il n'y a pas de guerre des civilisations, pardon, il n'y a pas de guerre des civilisations, et quand Valls dit la même chose que Marine Le Pen d'ailleurs, le problème, il faut répondre à ce que disait Carl Schmitt et ce que disait Julien Freud. C'est pas toi qui décides de la guerre, c'est ton ennemi. Tu dis, moi, j'ai pas d'ennemi, mais si l'ennemi te désigne toi comme son ennemi, et ben il y a guerre. Et puis il n'y peut rien, voilà. Ouais, effectivement. Et une guerre se termine toujours par la victoire d'un camp ou d'un autre. Une guerre ne se termine jamais par un armistice, elle se termine toujours par la victoire d'un camp. On n'a jamais vu une guerre rester comme ça sans se terminer. Ou si ça peut durer longtemps, comme la guerre de Corée, ça peut durer longtemps. Mais il y a un moment donné, et le but de l'islam, c'est de conquérir le monde évidemment, mais c'est de conquérir l'Europe. Il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça, on n'y peut rien. Non, mais ça, ils ont raison de tenter leur chance. Ils ont raison de tenter leur chance, et c'est de notre faute si on les laisse entrer, et si on est complètement aveugle. Et si on est complètement aveugle, je dis. Non, mais comme ils ont raison de faire respecter leur religion à partir du moment où ils sont de 6 à 8 millions sur un territoire. Ah bah exactement, quand il y avait 3 mosquées en France, maintenant il y en a plus de 2500, évidemment, ce ne sont plus des minorités, ce sont des majorités. Et alors, mathématiquement, c'est pas la majorité qui s'intègre à la minorité, c'est toujours la minorité qui s'intègre à la majorité. Et à condition que ce ne soit pas une grosse minorité. Il faut que ce soit une toute petite minorité, ce que disait De Gaulle. Non, mais comme je dis, moi, il y a 1% de juifs en France, 1% de Corses, 1% de Basques, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, 10 à 20% ça pose problème. Musulmans, bah oui, c'est impossible. C'est impossible. Non, et ils forment un pays dans le pays, voilà. Et ils ont tout à fait raison de se faire respecter en tant que nouveau pays à l'intérieur. Il y a un exemple historique extrêmement connu, c'est la fin de l'Empire romain, où les Romains acceptaient les Goths, les Vandales, les Visigoths à l'intérieur de l'Empire romain, comme fédératifs, comme Fouedi, comme fédérés, parce qu'ils ne pouvaient pas lutter contre eux, ils leur demandaient de les protéger contre d'autres barbares. Donc ça a complètement échoué. Donc la situation est très très proche.
Et ces Visigoths qui étaient, par exemple, qui étaient installés en Aquitaine, ben, c'est les Romains qui s'intégraient à eux, et c'est pas eux qui s'intégraient à l'Empire romain. Et ça a donné des nations, ça a donné les nations qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs, ça a donné la nation franque, notamment la France. Mais la différence, c'est que les invasions germaniques, c'était des populations extrêmement proches, en plus qui étaient converties au christianisme. Alors que là, il s'agit de populations qui viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique nord-saharienne ou du Moyen-Orient, qui sont éloignés d'un point de vue anthropologique et ethnique, qui en plus n'ont pas la même mentalité et n'ont pas la même religion, et en plus ont une religion qui est historiquement hostile. Donc là, il y a un problème insoluble. Et on est en face d'élites en Europe, pas seulement en France, mais en Europe, on est en face d'élites complètement qui sont dans le déni des réalités le plus total. Le plus total. Mais c'est pas de leur faute. Ah oui, ils font la guerre. Ils font la guerre. Non, en plus de toute façon, l'islam est un recours pour eux, parce qu'il y en a aussi des centaines de milliers qui n'avaient rien à voir avec l'islam et qui ont recours à la religion afin pour se rééquilibrer suite au traumatisme du déracinement qu'ils subissent. Ça, c'était étudié en ethnopsychiatrie par Toby Nathan et Georges Devereux, etc., et en Bretagne par Carrère, Guy Carreau, etc., des ethnopsychiatres. C'était le même phénomène. Les Bretons avaient recours à la religion ou à l'alcool dans les années 20, 30, 50, etc. Hein, c'était l'origine de la mission bretonne, etc., pour pallier au déséquilibre et au traumatisme, au trauma psychique suite au déracinement. Dans une société qui n'est toujours pas la leur d'ailleurs, hein, avec une langue, des mœurs différentes, toute une culture différente. D'ailleurs, les recours à la drogue maintenant et non plus au vin rouge est le fait de tous les Français qui sont dans une société qui n'est plus la leur non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut être déraciné sur son propre territoire au milieu d'une civilisation qui n'est pas la nôtre, d'un point de vue français. Et même européen, et même ouest-européen, puisqu'on a une civilisation new-yorkaise qui nous a envahi depuis une cinquantaine d'années. Alors si on s'est laissé je dirais que le français dessous souffre de deux maux. Il est dépossédé par l'immigration d'un côté, même de sa culture, et il est dépossédé aussi de sa culture par ce qu'on peut appeler globalement l'occidentalisation ou l'américanisation. C'est-à-dire Walt Disney qui remplace, etc. Bon. Mais il faut bien voir aussi que la responsabilité vient des Européens et des Français eux-mêmes, qui n'enseignent plus l'histoire à l'école, qui n'enseignent plus correctement la langue française, qui n'enseignent plus la culture régionale, nationale, etc. à l'école, et tout ça, ça provient de l'idéologie cosmopolite de la République. C'est-à-dire, c'est la République contre la nation. C'est toujours pareil. C'est cette République française pour laquelle la patrie charnelle n'existe pas. C'est pas la République avec un grand R. Non, c'est pas la République au sens de Platon, évidemment. Moi, je suis républicain. Oui, moi aussi, mais c'est Mais je suis pour une République fédérale. Oui, voilà, c'est la République centraliste, jacobine, universaliste. Oui, ce qui est forcément universaliste, puisqu'elle part d'une philosophie qui n'admet qu'un principe unique, une vérité unique. Oui. C'est-à-dire qui est une transposition du christianisme sans Dieu, hein, du christianisme laïcisé, en droit de l'homme, etc., dans le jacobinisme. Oui, oui. Hein, et qui a fait crever la France, puisque en nivelant et en supprimant toutes les identités des peuples de France, hein, le jacobinisme a tué toute conscience nationale. Hein, et il continue en essayant de tuer toute conscience nationale des peuples qu'il va chercher ailleurs, oui, alors là, qui fait venir de l'extérieur. Oui, alors justement là, c'est toujours le même principe. Oui, c'est-à-dire qu'on veut bien que vous veniez si vous vous francisez, que vous abandonniez votre culture, votre religion, votre langue et votre histoire. C'est-à-dire que c'est le déracinement. Non, parce que maintenant on leur apprend chez nous leur propre histoire parce qu'ils l'exigent. Oui, mais ils ont raison. Oui, et c'est une solution en ethnopsychiatrie pour rééquilibrer des gens qui forment la plus grosse clientèle des hôpitaux psychiatriques. Il ne faut pas oublier qu'à Sainte-Anne, il y a entre 80 et 90% de malades d'origine immigrée. Hein.
et qui en sortant, comme quand ils sortent de prison ou d'hôpitaux psychiatriques, peuvent avoir un recours bénéfique à l'islam pour se rééquilibrer. Oui, enfin, En redevenant eux-mêmes. Sauf quand ils posent des bombes, quand même. Et oui, mais non, mais ça c'est l'aspect négatif du problème. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les politiques d'intégration ont abouti exactement à l'inverse. À partir du moment où ces populations deviennent majoritaires, non seulement elles refusent l'intégration, mais pour lutter contre leur déracinement, elles se réextrémisent, elles réentrent dans leur culture, et encore en accentuant celle-ci, en la déformant. Oui, mais c'est un intégrisme qui en appelle un autre. Parce que ce qu'on appelle l'intégration, c'est l'intégrisme laïque, oui. Qui veut intégrer, justement l'intégrisme veut intégrer tout le monde à son propre point de vue. Oui, bien sûr. Et en face, ça provoque un nouvel intégrisme. Oui, mais alors, évidemment, c'est action-réaction. Oui, mais alors en même temps, il faut savoir qu'à l'échelle du monde, dans l'islam, il y a il y a la naissance, depuis Khomeini, depuis les années 70, 80, il y a la naissance d'un fondamentalisme, il y a une extrémisation générale de tout l'islam dans tous les pays musulmans. Il ne faut pas oublier que sous Saddam Hussein, qui était laïque, les chrétiens n'avaient pas de problème. En Syrie, c'était pareil, les chrétiens n'avaient pas de problème. En Tunisie, on ne voyait pas de femmes voilées dans les rues. Donc c'était tout à fait paradoxal. Et il y a eu dans le monde entier, dans l'oumma musulmane dans le monde entier, il y a eu un phénomène d'extrémisation à partir des années 70-80, chez les chiites comme chez les sunnites. Et ce phénomène n'a fait que s'ajouter aux autres, s'ajouter au phénomène de l'immigration, s'ajouter à la catastrophique réaction américaine d'avoir balayé Saddam Hussein et d'avoir fait les guerres au Pakistan et au Moyen-Orient, auquel on a participé. Donc tout ça forme une espèce d'engrenage. Mais ce que je dis, c'est que est-ce que l'intégrisme musulman n'est pas la réponse, la réaction à l'intégrisme occidentalo-américain qui se répand c'est possible. Qui se répand en Afrique, dans le Maghreb, comme en Europe. Non, ça c'est possible. Un intégrisme répond à un autre. Bien entendu, c'est un mouvement dialectique. Simplement, la seule chose à faire pour nous, c'est de ne pas répondre à l'intégrisme musulman par l'intégrisme américano-occidental. Il faut répondre en se réracinant, nous, Européens, dans nos propres valeurs. Comme eux se réintègrent, se réracinent dans leurs propres valeurs. Absolument. Ça, c'est un phénomène humain. C'est pas avec Hollywood et Coca-Cola qu'on va répondre à l'islam. Je reviens du Maroc, là, dans l'Atlas, dans les petits villages perdus de la montagne, la première chose qu'on voit en arrivant, c'est le panneau Coca-Cola. J'aurais même dit, c'est quand même bizarre, parce que le rouge du Coca-Cola est le même rouge que le drapeau marocain, mais on voit plus de drapeaux Coca-Cola que de drapeaux marocains. Je veux dire, c'était une plaisanterie, mais ça correspond à une réalité. Et il y a forcément une réaction des traditionalistes, de l'ancienne génération. Évidemment, non mais évidemment. Quand ils voient leur petite fille prostituée à Agadir dans les salons. Évidemment. Alors il y a un contre-exemple qu'il faut citer. Quel est le seul pays de la sphère, disons, européenne qui a compris ça? Et pourquoi il est tant détesté? Et pourquoi il réagit? Et pourquoi ce pays est dirigé par un homme qui est tant détesté? Parce qu'il réagit contre ça, il essaie de se réenraciner en luttant à la fois contre l'islam et à la fois contre l'américanisation. C'est la Russie. Et je crois que c'est la bonne voie. La bonne voie, c'est la Russie. Et pourquoi Poutine est diabolisé? Pourquoi en Ukraine, il y a une politique de provocation vis-à-vis de la Russie pour provoquer une nouvelle guerre froide? À cause de ça. Donc en réalité, paradoxalement, l'islam ou l'islamisme, c'est le même mot, ont pour grand allié les États-Unis, la politique américaine. Je ne dis pas le peuple américain, mais je dis Washington, comme grand allié, inconscient, je veux dire, ou parfois même conscient, puisque pendant la guerre du Kosovo, c'est l'OTAN qui a quand même déserbisé et islamisé toute la péninsule des Balkans. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ben oui, en 99, voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. D'ailleurs, l'exemple de la Russie est peut-être celui que nous devons suivre. Bien sûr. La Russie est une fédération et même une république fédérale qui respecte beaucoup plus les identités chez elle que la France ne le fait, et comme elle ne l'a jamais fait depuis 200 ans. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'elle continue à essayer de faire
par son intégrisme de Et l'intégration. on l'a bien vu avec la réforme territoriale, comme par hasard, la réforme territoriale, quelque part, je suis désolé, la réforme territoriale, qui va passer de, je ne sais plus combien, 13 régions, ben, quand on pense par exemple le fait de mélanger la région Champagne-Ardenne, la région Lorraine et la région Alsace, les Alsaciens sont contre. Ben, il y a une identité alsacienne, une des rares qui subsiste encore en France. Mais qu'est-ce qu'on vise à faire? La détruire. Donc voilà, il y a quand même quelque chose là de très intéressant. Bon, quand on met le Limousin avec le Poitou-Charentes et l'Aquitaine, c'est bien pour casser une unité qui était celle de l'Auvergne et du Limousin, malgré tout. Donc, là encore, cette logique continue là encore à progresser, qu'on le veuille ou non. Mais le nœud du problème pour l'instant en Europe, pas seulement en France, en Europe, ça serait, mais on en est incapable parce que l'Europe est très mal organisée, ça serait d'arrêter pour une fois pour toutes l'immigration, et de penser à la démigration. Ça, je ne sais pas comment ça pourra se faire. En tout cas, une chose est certaine, c'est que là, nous sommes entrés dans une logique de guerre civile de basse intensité, et je ne sais pas comment on va en sortir. Maintenant, l'histoire est ouverte. On ne sait jamais comment ça va continuer. La seule chose qui est préoccupante, c'est la démographie. Quand vous regardez la sortie des écoles, vous avez la photographie de la population dans 20 ans. Oui, mais justement, cette population d'enfants de 10-12 ans ou 13-14 ans, qu'est-ce que ça va devenir dans une dizaine d'années? Ah ben voilà, c'est ça. Parce que là, des Koulibaly, il y en a par milliers. Alors, avec un phénomène qui va s'accentuer, c'est la crise économique. Parce qu'ils ne trouveront pas d'emploi. C'est-à-dire qu'ils importent en Europe, ils exportent en Europe ce qu'ils ont fui chez eux, c'est-à-dire très souvent le chômage et la misère économique. C'est-à-dire que je vous disais hier, moi, on n'arrête pas de parler de terrorisme, mais le terrorisme le plus faible est toujours un terroriste pour le plus fort, par rapport à un État qui a une armée. Oui. Moi, mon père était un terroriste en 1943, et en fin 1944, il n'était plus terroriste, il était résistant. Voilà. Bon, moralité, un terroriste, c'est un résistant qui n'a pas encore pris le pouvoir. Oui, puis en plus, il faut bien utiliser le mot terrorisme quand c'est vraiment du terrorisme, c'est-à-dire quand c'est des crimes, quand c'est des bombes qui explosent au hasard, mais il y a à côté du vrai terrorisme, qui d'ailleurs est un acte de guerre, des actes de guerre, comme ce qui s'est passé avec Koulibaly et les frères Kouachi, là qui sont des actes de guerre. Alors, évidemment, ils tirent sur des gens, il y a des innocents, entre guillemets, qui sont tués, mais c'est ciblé. Donc là, c'est vraiment des actes de guerre. Il faut s'attendre à la multiplication, par émulation, il faut s'attendre à la multiplication de ça. Et est-ce qu'on aura les moyens militaires d'y faire face? Je n'ai pas sûr. Et est-ce qu'il n'y aura pas dans le reste de la population immigrée musulmane en Europe des gens qui vont soutenir ça? Ce n'est pas sûr non plus, parce que les combattants sont toujours très minoritaires dans une population. L'essentiel, c'est d'avoir des gens qui soutiennent. Mais les combattants, c'est le fer de lance. La lance, il n'y a que le fer qui blesse. Mais la hampe de la lance, elle ne blesse pas, elle, mais elle est là pour soutenir. Ouais. En Allemagne, la manifestation Pegida, c'est-à-dire en allemand, c'est un acronyme, ça signifie contre l'islamisation de l'Europe. Bon. Elle a été interdite parce qu'il y avait des risques, il y a eu des menaces de bombes au sein de cette manifestation. Donc là, déjà, on est en plein dans un acte de guerre, on est en plein dans une logique de guerre. Il va falloir s'en sortir. Mais pour conclure, on ne pourra pas s'en sortir en se positionnant pour la défense de l'Occident au sens d'un mode de vie. C'est pas possible. C'est certainement pas en défendant les causes qui ont du problème. On va aboutir à l'effet. Qu'on va aboutir à une solution. Ah oui, évidemment. Non, on va renforcer le problème. Moi, c'est pour ça que je dis, comme solution, c'est le fédéralisme. C'est-à-dire, par exemple, comme en République fédérale de Russie ou en Fédération russe, appelons-la comme on veut. Parce que on va arriver, par le fédéralisme, à rétablir les identités, et ce seront les États-régions qui décideront, par autonomie interne, de qui sera alsacien, ou auvergnat, ou bourguignon, ou breton, ou normand, etc. Ce sont les autonomies internes qui décideront de leur immigration. On verra. Et on peut peut-être même aboutir à un État régional musulman, en Europe, ça, je m'y opposerais, ou en France. Non, pourquoi pas? Mais il y en avait un. Si c'est une solution pacifique, autant faire une révolution pacifique plutôt que violente. Oui, il y a peut-être des régions
ou une région en France suffisamment désertique pour en faire une région Ah ben musulmane. non, il y a des régions où ils peuvent faire une région musulmane, par exemple en Guyane, il y a des endroits en Outre-mer. Hein. Oui, mais je sais pas, il faudrait étudier ça, mais En Outre-mer, ça serait possible, franchement. mieux vaut une révolution pacifique qu'une Le, révolution violente. le mieux d'ailleurs, ça serait que les pays en question reprennent leurs anciens ressortissants. On verra. En tout cas, pour conclure, je crois que on ne pourra pas, avec l'idéologie actuelle, la mentalité actuelle, lutter contre ces phénomènes. C'est pas possible, il faut changer de logiciel. Ah ben, il faut un projet révolutionnaire, de préférence pacifique. Voilà, de préférence pacifique. Merci, mon cher ami. Merci. Merci, Guillaume Fay.